Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le mercredi 14 mai. Voici tout de suite le journal préparé par la rédaction. Et on commence par ces orages qui ont frappé durement le pays salonnais cet après-midi. Grosse frayeur à La Barbenne. Il était 15h08 précisément quand la foudre s'est abattue sur le zoo. Un mercredi, vous imaginez, jour des enfants, un impact d'une puissance énorme de près de 15 000 ampères. 15 personnes ont été impactées, dont 4 enfants, 46 sapeurs-pompiers, 23 véhicules ont été mobilisés pour leur prise en charge. Alors pas d'urgence vitale à déplorer. Quelques minutes après ce phénomène météorologique, nous avons pu joindre Paul Marquis, notre expert de la météo du 13, qui avait d'ailleurs annoncé ces orages localisés. Voici sa toute première réaction. C'est un orage, comme tout orage, il y a des risques liés à la foudre, de toute façon ça c'est évident. Après malheureusement ils étaient là, moi j'entends ou ma maman. Là malheureusement on sait que la foudre elle peut frapper n'importe où. Effectivement après je connais pas les circonstances exactes, est-ce qu'ils étaient sous un arbre, est-ce qu'ils étaient abrités, comment ça s'est passé, j'ai pas les circonstances. Mais quoi qu'il en soit, on sait que quand la foudre frappe un arbre ou un bâtiment qui peut être en hauteur ou une antenne, ça peut se propager jusqu'au sol et si les gens sont dessous, ils peuvent être foudroyés à plusieurs à la fois malheureusement. Il parle de 5 ou 10 blessés, donc ça paraît beaucoup pour un impact. Donc je pense qu'ils étaient, j'en sais rien, mais ils étaient sans doute réfugiés quelque part et que la foudre a frappé un arbre et du coup ça s'est répandu sur leur position, quoi. Ça me semble pas improbable. Et sachez que le maire de La Barbenne s'est rendu sur place. Vous pourrez évidemment nous suivre sur maritima.fr pour plus de précisions et évolution de la situation. Un nouveau drame à la Belle de Mai à Marseille. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été tué par balle et une deuxième personne a été blessée hier soir aux alentours de 22h dans ce quartier du 3e arrondissement le plus paupérisé de la ville. Les victimes ont été visées par le passager d'un scooter muni d'une arme de poing. Les deux auteurs ont pris la fuite. Le scooter a été retrouvé un peu plus tard par les policiers. La principale victime était connue de la justice pour des petites infractions, d'après le parquet de Marseille. Le blessé a été hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger. Une enquête pour assassinat en bande organisée, tentative d'assassinat et association de malfaiteurs a été ouverte. Au chapitre politique, la prise de parole d'Emmanuel Macron à la télé sur les défis de la France a été particulièrement suivie hier soir sur notre territoire. Les salariés d'ArcelorMittal attendaient des annonces fortes de la part du président de la République. Si le sujet a été abordé, ils ont vite déchanté quand le chef de l'État s'est dit contre la nationalisation du site sidérurgique. L'une des principales revendications des syndicats. Je vous propose d'écouter les propos de Stéphane Martins, secrétaire général CGT d'ArcelorMittal à Fos. Nous, on a déjà eu pour pleine l'année 2024, pour toute l'année 2025, 308 postes de supprimés sur Fos-sur-Mer. Et on connaît la finalité. Voilà. Les besoins de la nation sont à peu près d'environ 30 millions de tonnes d'acier par an. Entre nous et Dunkerque, on en produit 8. Donc, on le dit, on le répète, si Mittal ne veut pas investir et si Macron ne veut pas pérenniser, on parle toutes les semaines, il parle de souveraineté nationale. Mais voilà, quand c'est bien beau de marteler tout ça pour faire le beau devant les médias, mais derrière les faits, on les a eu hier. Voilà. Hors de question de pérenniser et d'avoir une souveraineté nationale au niveau de l'acier. Si on perd l'acier, c'est une catastrophe sociale qui va se passer. On va perdre 2 bassins, que ce soit le bassin du Nord ou le bassin du Sud. On ne peut pas laisser faire ça. Et dans le secteur santé, on connaît tous la situation tendue dans nos hôpitaux due au manque de moyens financiers et humains. En voici l'illustration chez nous, à l'hôpital d'Aix. Les urgences pédiatriques ont été contraintes de fermer le week-end dernier, faute de personnel. Et ce n'est pas la première fois. Nous sommes allés à la rencontre du directeur de l'hôpital du Pays d'Aix, Francis Saint-Hubert. Il revient sur cette fermeture au micro de Noren Werfeli. Alors c'est une situation ponctuelle. Nous avons une équipe qui en ce moment, du fait de quelques arrêts, notamment de congé maternité, est touchée en termes d'effectifs. Et on est en période de pont et bientôt en période de congé. Et donc ce qui fait que nous devons adapter notre planning. Donc ce week-end de Grand Pont, il y avait pas mal de trous, comme on dit, dans le planning. Nous avons pu combler tout ce qu'on pouvait. Donc les équipes ont participé, nous avons recouru à des remplaçants. Mais par contre, voilà, il y a une nuit où jusqu'au dernier moment, on n'a pas pu trouver de solution alors qu'on l'espérait jusqu'à 16h.
Est-ce que vous comprenez justement que cette fermeture ait fait l'actualité ? Oui, je comprends tout à fait que ça inquiète la population et en même temps, voilà, nous avons tenu à informer et nous mettons en place des organisations alternatives pour qu'il n'y ait aucune perte de chance, notamment pour les enfants. Voilà. Le mal-être des personnels hospitaliers, vous l'entendez ? Tous les jours, bon, en ce qui me concerne, mais je ne suis pas le seul, nous les écoutons et nous mettons en place des nouvelles organisations, soit en termes de solidarité, voire aussi en termes de recrutement. Là, par exemple, sur notre difficulté du week-end dernier, on a fait appel à des personnels extérieurs, à des médecins extérieurs. Nous ne nous limitons plus en disant, écoutez, on ne peut pas faire. On construit les solutions ensemble avec les équipes et je pense que les équipes aussi ont conscience de ce que nous faisons pour elles. Autre sujet d'actualité préoccupant, la précarité étudiante. On le sait, désormais de plus en plus d'étudiants subissent une dégradation générale de leurs conditions de vie et concernant notamment la qualité de leur alimentation. En cette période de révision, d'examen, la municipalité de Marseille, en partenariat avec le Crous, a donc mis en place une semaine de gratuité des repas, ce dans 3 restaurants universitaires. Michel Montagne s'est rendu dans l'un d'entre eux, celui du campus de Lumini. On écoute les réactions de quelques intéressés suivis du premier bilan de l'opération dressé par l'élu en charge du dossier. Bonsoir. Bonsoir. Le repas est offert par la ville de Marseille. C'est pour ça qu'on on est d'accord. C'est cool qu'ils puissent faire ça cette semaine. En plus, là, il y a les partiels en ce moment. Du coup, ça permet aux personnes qui finissent soit leur partiel très tard, soit qui révisent à la BU, de venir manger direct après ou direct avant de commencer les révisions. Surtout quand on n'est pas boursier, c'est 3,30 € il me semble. Moi ça va, je suis boursière, du coup je les paye que 1 €, mais bon ça fait quand même un coût tous les mois. C'est assez bienvenu parce qu'on est en période d'examen et donc d'avoir les repas gratuits, franchement on est super contents. Donc voilà, on les remercie du coup. Comme on est en zone de stress, de pouvoir éviter de faire les repas, etc. C'est un gain de temps aussi, donc franchement c'est assez plaisant. Le Crous, quand on n'est pas boursier, 3,30 € 2 fois par jour, ça commence à chiffrer. Quand on enlève ça de ce qu'on doit sortir de nos poches, c'est super. Sinon, on mange juste des pâtes et c'est pas des repas équilibrés chez soi. Et du coup, ça nuit à notre santé et du coup à nos performances aussi en examen. Et on va dire 3,30 €, c'est pas beaucoup, mais quand on est étudiant... Quand on est étudiant, c'est beaucoup, 3,30 €. On dirait pas, mais franchement, ça fait mal un peu. Le constat, il est que quand on fait une soirée de gratuité comme celle-ci, on passe de 300 étudiants qui viennent manger habituellement à un peu plus de 400. Quand on a plus un tiers de fréquentation, ça veut dire qu'il y a un besoin et qu'on y répond. On est un pays riche, on est un pays où on ne devrait pas aujourd'hui, quand on est jeune, galérer pour faire des études, galérer pour avoir accès à l'éducation, galérer pour avoir accès en fait à son émancipation. Les 2 autres restos U sont celui de la Canebière et de Galina dans le 5e arrondissement de Marseille. Il suffit de présenter sa carte d'étudiant à l'entrée. Démarrée lundi, l'opération s'achève dans 2 jours. On reste dans la cité phocéenne. Après la tour CMA-CGM, celle de la Marseillaise ou encore la Porte Bleue, eh bien, une nouvelle tour va être construite sur les quais d'Arinques à Marseille. La cérémonie de pose de la première pierre de la tour M99, c'est son nom, car elle mesurera 99 mètres de hauteur, a eu lieu en tout début de semaine en présence de nombreux élus, d'investisseurs et de partenaires du projet. Présentation de cette future nouvelle grande dame de Marseille par son architecte et promoteur Jean-Baptiste Pietri. Il est au micro de Rémi Reponti. C'est 17 000 m², c'est 100 mètres de haut presque, c'est 3 ans de construction, une résidence étudiante, un hôtel, des logements, donc ça va faire beaucoup de monde. Et donc ce sera probablement un des plus grands chantiers de la région pendant ces 3 ans. C'est un pari un peu fou pour la période économique. Alors il a fallu beaucoup de persévérance, beaucoup d'ambition et un petit peu de folie, même si on fait tout pour maîtriser d'un point de vue financier, d'un point de vue technique cette folie. Mais c'est clair que c'est un saut dans le vide. Alors on a quand même une belle commercialisation. Aujourd'hui la tour est vendue à plus de 60%, ce qui fait qu'on se lance quand même dans quelque chose qui est
on va dire, maîtrisé. L'urbanisme pose toujours beaucoup de questions et particulièrement l'urbanisme des tours. À cet endroit, sur cette friche urbaine, parce qu'il ne faut pas oublier, ici c'était une friche portuaire urbaine, les tours sont nécessaires. Et puis le modèle de la tour, le modèle de la densité limitée, la ville qui s'étale est à mon sens quelque chose qui va s'imposer dans les années qui vont arriver. Environnement à présent, première escale de l'Odyssée Océan et Climat. Un catamaran zéro émission amarré toute cette semaine au Vieux-Port. Une campagne de sensibilisation menée par la Fondation Rise for Water en partenariat avec la ville et le GIS Posidonie. Près de 300 écoliers participent à ces ateliers autour de la Posidonie, donc cette plante marine essentielle à l'équilibre de la Méditerranée. Camille Rollin, coordinatrice de l'expédition, nous présente l'atelier d'1h30 qui a été proposée au public. Elle est au micro de Nordine Ali Saïd. Là, on a d'abord une présentation de ce que fait la Fondation, de la mission Posidonie qui part de Marseille le week-end prochain. Et en fait, on cherche du coup à leur montrer ce lien entre l'océan et le climat. Donc on a fait appel à des partenaires locaux, la Fresque Océane, qui propose un lot Océan et Climat, donc c'est un jeu de cartes, ou les petits débrouillards qui eux font des expériences vraiment, alors tout à l'heure par exemple c'était vraiment une expérience pour comprendre l'acidification et aussi la captation du carbone par l'océan, donc en fait avec des petites expériences scientifiques ils arrivent à comprendre ces mécanismes-là qui se jouent dans nos océans. Voilà, faut qu'ils gardent cette petite flamme, là pour l'instant on a eu des CM2 et donc ils sont tous bien motivés à préserver les océans, à lutter contre le changement climatique. On va voir, le but c'est que ça dure dans le temps et surtout qu'ils motivent les adultes, parce qu'en fait c'est pas eux, on a besoin que dès maintenant tout le monde se mobilise pour lutter contre le changement climatique. Et pour aller plus loin, une conférence gratuite est prévue demain, jeudi, notez bien à 18h à l'espace Bargemont à Marseille. Elle sera suivie de la projection du film Posidonia qui retrace les quelques 400 km à la nage d'une exploratrice entre Marseille et Nice pour alerter justement sur le climat océanique. On passe au sport, c'est définitivement terminé. Fos-Provence Basket a vécu son dernier match en Pro B hier soir à la halle Henri Juita. La relégation était actée depuis vendredi, donc sans surprise, mais les Bayers avaient particulièrement à cœur de jouer à fond ce dernier match de la saison. Ils ont fini par s'imposer après prolongation 85-82 contre Roanne, 5e du championnat. Un ultime succès pour Rémi Juita qui a annoncé officiellement qu'il quittait son poste d'entraîneur hier soir à l'issue de la rencontre. Je pense que j'ai beaucoup donné pour ce sport, beaucoup donné pour ce club. Un jour, je m'amuserai à faire le calcul des kilomètres que j'ai fait, le nombre d'hôtels et de chambres d'hôtel que j'ai fait, etc. Ça fait 20 ans quand même. Vous voyez bien aussi le stress que ça procure. C'est pour ça que j'ai les cheveux gris depuis très longtemps, que je ne suis pas toujours agréable à la maison. Je pense que ma fille derrière pourra vous le confirmer. Et à un moment donné, il faut aussi savoir faire des choix et laisser la place à d'autres. Et moi, je serai toujours là avec le club dans une autre fonction. On va voir comment on restructure. Et voilà, j'abandonne pas du tout le club comme je l'avais fait la première fois où j'avais décidé de prendre vraiment du retrait. Là, c'est pas le cas. C'est du retrait du terrain pour peut-être justement apporter plus dans l'extra sportif où il y a aussi beaucoup de besoins, vous le savez bien. Surtout si on veut pouvoir pérenniser le club et le faire remonter. Donc je pense que je ne vais pas m'embêter, vous inquiétez pas. Je vais d'abord prendre le temps de boire une bonne bière et bien dormir au moins une nuit cette année. Des propos recueillis par Joe Temple, un grand bravo à Rémi Juita pour ses 20 ans à la tête des Bayers. On le retrouvera donc toujours au club, vous l'aurez compris, la saison prochaine en National 1, ce qui correspond à la 3e division française. Allez, on file au Mucem, qui reste l'un des sites culturels incontournables à Marseille. Rien que pour les expositions en piste consacrées aux clowns, pitres et saltimbanques, ou encore un air de famille d'Hervé Di Rosa, près de 200 000 spectateurs se sont déplacés en quelques semaines. Entre ces expos temporaires et puis la permanente intitulée Méditerranée, Marseillais comme touristes ne boudent pas leur plaisir. On écoute leur réaction au micro de Nordine Ali Saïd. Le Mucem, c'est un musée très intéressant. Il y a beaucoup d'expositions cool à voir. Après, il y a une exposition qui est au rez-de-chaussée où il y a un petit lapin avec un stylo et quand tu trouves le petit lapin, avec le stylo, t'appuies dessus et tu peux entendre les œuvres. Ça, c'est pas mal. C'est ma première visite au Mucem. Je suis parisienne.
voilà. Et j'adore le site, la lumière, l'insertion dans l'environnement. Et on a visité l'expo sur les arts du cirque. C'était super, même si je regrette de n'être pas venu plus tôt parce que j'aurais aimé pouvoir y consacrer plus de temps. J'ai aimé l'expo Amazir à l'extérieur et à l'intérieur l'expo en piste. Et le succès ne se dément pas. En 2024, donc l'an passé, le Mucem a totalisé 1,3 million de visiteurs, un chiffre stable par rapport à l'an dernier. Alors J-1 pour le SDJ à Martigues, comprenez le Salon des Jeunes. C'est la 19e édition déjà, c'est un événement qui dure dans le temps, un événement de partage, de rencontres centré sur 4 thématiques fortes, le sport, la culture, la formation ou encore la prévention. Et cette année, les jeunes participent à l'organisation de l'événement, notamment un tournoi de foot, entre autres. Alors si vous souhaitez venir découvrir de plus près les activités et les animations du salon, eh bien notez que l'événement donc se déroule à compter de demain et pour 3 jours sous la halle de Martigues. L'entrée est libre et gratuite. Et puis, on se prépare évidemment au Maritima Live qu'on a le grand plaisir de vous proposer dans le cadre de ce Salon des Jeunes 2025. Après la grande distribution de places, c'était il y a quelques heures devant la halle de Martigues, eh bien rendez-vous pris ce vendredi soir à 19h30 à l'affiche Franglish, Linda, Lina Mayem, sans oublier la participation exceptionnelle de Naestro, qu'on salue au passage, et DJ Gaël. Voilà une très belle soirée en perspective. Alors mes gâtés, c'est le moment de vous quitter, que vous soyez tanké ou pas, qu'importe, c'est tarpin agréable de vous compter parmi nos fidèles de Maritima. Clin d'œil aux 3 nouveaux mots du parler marseillais qui ont fait leur entrée dans le dictionnaire de la langue française, le Robert, aujourd'hui précisément. Vous avez retenu gâté, tanké, tarpin. Vous pouvez vous faire plaisir maintenant. Et je vous invite surtout à vous rendre sur maritima.fr. Il y a une très belle interview proposée par Médéric Gasquet-Cyrus, le linguiste marseillais au micro de Didier Gesualdi. Faites-vous donc plaisir. On se souhaite une très belle soirée. On se dit à demain pour un nouveau JT.